Dans ce cours, nous allons décrire les principaux os et articulations du pied. Nous verrons dans un premier temps les os du tarse postérieur, à savoir le talus et le calcaneus. Nous décrirons ensuite succinctement le tarse antérieur, puis nous verrons l'articulation de la cheville, l'articulation subtalaire et les arches du pied. Le pied représente l'extrémité distale du membre inférieur. Il est relié à la jambe par l'articulation de la cheville ou l'articulation talocrurale. Cette articulation transmet au pied le poids du corps en position debout. Le pied permet la locomotion. Ces fonctions sont des fonctions d'équilibre, d'amortissement du mouvement et de propulsion. Le pied comprend 26 os. Il y a 16 articulations, une centaine de ligaments et une vingtaine de muscles. Nous allons voir que l'articulation de la cheville est une articulation qui ne permet pratiquement des mouvements que dans un plan sagittal, à savoir des mouvements de flexion et d'extension. Le reste des mouvements du pied se fait dans les articulations sous-jacentes, en particulier dans l'articulation sous-talienne entre le talus et le calcaneus, et l'articulation médio-tarsienne en avant. Le pied a des fonctions d'amortissement et de propulsion, et nous allons voir que les os sont organisés sous forme d'arches. On parle d'arches internes et d'arches externes, qui vont être associées à une arche transversale. Ces systèmes d'arches vont agir comme des ressorts, jouant un rôle fondamental, aussi bien dans l'amortissement des forces exercées sur le pied que de la propulsion nécessaire à la marche et à la course. L'ensemble des os du pied est représenté sur cette planche. Il s'agit de 26 os répartis en un tarse postérieur et un tarse antérieur, un système de métatarses et de phalanges. Le tarse postérieur, représenté en gris sur cette vue supérieure, est constitué du calcaneus, qui constitue l'os du talon, et du talus, qui va participer à l'articulation de la cheville. Le tarse antérieur, ou médio-pied, est constitué du cuboïde et du naviculaire, qui vont s'articuler respectivement avec le calcaneus et le talus, et plus en avant, des os cunéiformes, numérotés de 1 à 3, de dehors en dedans. On parle d'articulation transverse du tarse pour désigner l'interligne articulaire entre le tarse postérieur et le tarse antérieur, et d'articulation tarso-métatarsienne entre le tarse antérieur et le métatarse. L'articulation subtalaire est visible sur cette vue latérale du pied et se fait entre le talus et le calcaneus. Sont représentés sur ce schéma quelques repères géométriques permettant de dessiner le pied de manière harmonieuse. Toutes ces articulations sont de type synovial, à l'exception de l'articulation cuboïdo-naviculaire qui est une syndesmose. Dans la mécanique articulaire, il faut bien comprendre que le talus est coincé dans l'articulation talocrurale. Cette articulation, comme nous l'avons dit, ne permet pratiquement que des mouvements de flexion et d'extension. Il est important de comprendre que le reste des articulations du pied vont permettre de le guider dans un plan transversal et un plan frontal, ce qui permet au pied de s'adapter aux irrégularités du sol. On donne l'image d'une mortaise tibio-fibulaire dans lequel se trouve solidement enchâssé et coincé le talus. En dessous du talus, le calcaneus va être mobilisé pour s'adapter aux irrégularités du sol grâce à l'articulation subtalaire. On donne alors l'image d'un calcaneus qui est mobilisé comme un bateau agité par la houle, qui tangue et qui vire sous le talus. Les mouvements de l'articulation subtalaire et de l'articulation transverse du tarse sont indissociables et permettent des mouvements complexes d'inversion et d'éversion du pied. Voici une vue postérieure des os du pied, des repères permettant de construire la vue supérieure du pied et les axes de mouvement des principales articulations que nous décrirons plus tard. Le calcaneus est le plus gros des os du tarse, il forme le talon. Nous le voyons ici en vue supérieure, en vue médiale, en vue inférieure et en vue latérale. Il est situé sous le talus et a une forme globale de parallélépipède avec 3 parties et 6 faces. Nous allons commencer par le décrire sur la vue supérieure. Il présente un corps volumineux qui se poursuit
par une grande apophyse en avant, qui prolonge le corps, et une petite apophyse, un corps nommé sustentaculum thalli, en avant de sa face interne. Cette petite apophyse, nous la retrouvons sur cette vue médiale de l'os et sur cette vue inférieure. La face supérieure du calcaneus va s'articuler avec le thallus. Il y a deux surfaces articulaires séparées par une rainure oblique en dehors et en avant qui va répondre à une rainure identique sur la face inférieure du thallus, ces deux rainures formant le sinus du tarse. On trouve sur cette face supérieure une facette articulaire postérieure ovale à grand axe transversal qui constitue la facette thalamique s'articulant avec la partie postérieure du thallus. Il existe aussi une facette articulaire antéro-interne allongée et se prolongeant sur le sustentaculum thalli. Sur la face médiale, on note un sillon passant sous le sustentaculum thalli que l'on nomme le sillon calcanéen. Le sustentaculum thalli est donc une petite apophyse située en avant du thalamus, à la jonction entre la face supérieure et la face médiale. Cette petite apophyse présente trois facettes. Une facette supérieure qui va s'articuler avec le thallus, une facette inférieure qui va être creusée d'une gouttière pour le tendon du muscle long fléchisseur de l'hallux, et une facette médiale pour le muscle fléchisseur commun des orteils. La face inférieure présente une tubérosité qui occupe le tiers postérieur de cette face inférieure. C'est la zone d'appui sur le sol. Elle est constituée de deux tubercules, un tubercule postéromédial et un tubercule postérolatéral. Sur la face latérale du calcaneus, on trouve une crête osseuse qui est la crête des fibulaires. Enfin, sur la face postérieure va s'insérer le tendon calcanéen et la face antérieure du calcaneus s'articule avec le cuboïde. Le thallus est un os du tarse postérieur qui va s'articuler avec le tibia et la fibula en haut, l'os naviculaire en avant et le calcaneus en dessous. Le thallus est un pivot pour l'extension et la flexion de la cheville qui est coincé dans l'articulation tallofibulaire, souvent comparé à un tenon. On parle de tenon mortais tibiofibulaire. Tout le poids du corps se transmet au pied par l'intermédiaire de cette articulation. C'est un os qui peut être fracturé si l'on fait une chute d'une certaine hauteur du fait de cette transmission des forces qui, on le verra, se fait vers le tarse antérieur, vers le calcaneus et qui est amorti par ce système d'arches interne et externe. Le thallus comprend trois parties, une tête, un col et un corps. La tête est entièrement articulaire. Elle est sphéroïde et on distingue trois parties que l'on nomme des champs. Le champ supérieur et antérieur va s'articuler avec la partie postérieure de l'os naviculaire. Le champ inférieur, à grand axe oblique, en avant et en dehors, va s'articuler avec les surfaces articulaires antéro-internes de la face supérieure du calcaneus. Enfin, le champ intermédiaire va s'articuler avec le ligament calcanéo-naviculaire plantaire, qui constitue le sommet ou la clé de voûte de l'arche médiale. Le col fait suite à la tête et donne insertion à un certain nombre de ligaments que nous décrirons avec l'articulation tallocrurale et sous-talienne. Le corps représente les deux tiers postérieurs de l'os. Il a globalement une forme cubique avec 6 faces. Il forme la trochlée du thallus que l'on peut voir sur cette vue supérieure qui va s'articuler avec l'épiphyse distale du tibia et forme une poulie qui est plus large en avant qu'en arrière. Cette surface articulaire se poursuit avec la surface articulaire malléolaire latérale qui occupe la face latérale de l'os. Elle est triangulaire et elle est supportée par le processus talaire latéral. Nous la voyons donc sur cette vue latérale de l'os. Elle va s'articuler avec la malléole externe ou latérale de la fibula. La trochlée se poursuit sur la face médiale par la surface articulaire malléolaire médiale. Celle-ci a une forme de virgule, comme on peut le voir sur cette vue médiale. Elle va s'articuler avec la face latérale de la malléole tibiale. Sur la face inférieure, on note une surface articulaire qui va s'articuler avec la facette thalamique
du calcanéus. Enfin, sur la face postérieure de l'os, on note une gouttière délimitée par deux tubercules, tubercule latéral, tubercule médial. Ces deux tubercules vont donner insertion à des ligaments de l'articulation de la cheville. Alors, voici une planche montrant les principaux dessins à connaître concernant les os du pied. Et vous avez ici, ouvert comme un livre, l'articulation subtalaire, montrant les surfaces articulaires en présence au niveau de la face inférieure du talus et de la face supérieure du calcanéus. L'articulation talocrurale ou tibiotarsienne, encore nommée articulation de la cheville, est une articulation unissant le squelette de la jambe, composé du tibia et de la fibula, au talus. On compare cette articulation, qui est une gynglime, à un tenon mortaise, car le talus est solidement enchâssé entre les deux os de la jambe. Les surfaces articulaires tibiofibulaires sont constituées d'une part de la surface articulaire inférieure du tibia, qui est rectangulaire, concave d'arrière en avant, avec une crête mousse au milieu. Cette surface articulaire est en continuité avec la surface articulaire de la malléole tibiale, qui elle est plane et triangulaire. Enfin, la surface articulaire de la malléole fibulaire, triangulaire, forme avec le reste de l'os tibial la pince ou mortaise tibiofibulaire. Les surfaces articulaires du talus ont été écrites avec cet os. Il y a une trochlée, une surface articulaire malléolaire latérale et une surface articulaire malléolaire médiale. Les moyens d'union de cette articulation, en particulier les ligaments, sont extrêmement importants à connaître parce que la cheville fait très souvent l'objet de traumatismes avec l'entorse qui constitue l'une des pathologies les plus fréquemment rencontrées en urgence quotidienne. Alors, c'est une articulation synoviale avec une capsule. La membrane interosseuse entre la fibula et le tibia joue un rôle dans la cohésion de la pince, de même que l'articulation tibiofibulaire distale. Le ligament le plus fréquemment lésé en cas d'entorse est le ligament collatéral latéral que nous allons décrire sur cette vue latérale de la cheville. Ce ligament collatéral latéral ou latéral externe est constitué de trois faisceaux. Un faisceau antérieur ou talofibulaire antérieur naît du bord antérieur de la malléole latérale et se termine sur la face latérale du col du talus. Le faisceau moyen ou calcanéo-fibulaire naît du bord antérieur de la malléole latérale et va se terminer sur le tubercule calcanéen latéral du talus. Enfin, le faisceau postérieur ou talofibulaire postérieur naît d'une fossette rétro-malléolaire fibulaire et va se terminer sur le tubercule latéral du talus. Ce faisceau est horizontal. Le ligament collatéral médial, décrit sur cette face médiale, est constitué de deux couches. Une couche profonde, constituée de deux faisceaux, un faisceau antérieur et un faisceau postérieur, naissant de la malléole tibiale et se terminant sur la face médiale du col et sur le tubercule médial du talus. Une couche superficielle ou ligament deltoïde qui va de l'apex de la malléole tibiale, se termine sur un tubercule de l'os naviculaire, sur le ligament calcanéo-naviculaire plantaire, le sustentaculum tali et a globalement, comme vous pouvez le voir, une forme d'éventail. Il existe des moyens d'union actifs, comme toute articulation à grande mobilité, le tendon d'Achille ou tendon calcanéen, terminant le triceps sural, les muscles fibulaires et les muscles fléchisseurs et extenseurs de la cheville. Comme vous pouvez le voir sur cette coupe frontale passant par l'articulation, on note les deux malléoles, internes latérales, les deux faisceaux superficiels et profonds du ligament collatéral médial, le ligament collatéral latéral, et on voit que le talus et le tibia sont en porte-à-faux sur le calcanéus et sur le sustentaculum tali. Il y a donc une tendance naturelle à un mouvement du calcanéus dans cette direction qui va donc avoir pour effet d'étirer le ligament collatéral latéral, celui-ci étant à l'origine des principales entorses de la cheville. Les mouvements à l'origine d'un étirement de ce ligament
sont des mouvements d'inversion du pied que nous verrons tout à l'heure. Donc, comme nous l'avons dit, l'articulation talocrurale est une articulation de type trochléenne extrêmement serrée qui ne permet que des mouvements de flexion et d'extension. Cette articulation est donc couplée aux articulations sous-jacentes, subtalaires et transverses du tarse pour les mouvements du pied. L'axe des mouvements de l'articulation talocrurale est celui de la trochlée du talus. Sur cette vue supérieure, on voit que il est légèrement oblique et de 15 degrés environ par rapport à cet axe transversal. L'axe du pied est perpendiculaire à celui de l'articulation talocrurale, donc les deux pieds ne sont pas parallèles, mais divergent légèrement, d'environ une quinzaine de degrés. On parle de valgus physiologique du pied. Les mouvements de flexion du pied se font dans un plan qui est vertical mais qui n'est pas strictement sagittal. La flexion est limitée à 20 degrés et l'extension, ou flexion plantaire, a une amplitude de 40 degrés. Nous voyons sur cette coupe frontale du pied que du fait de la situation en porte-à-faux du talus par rapport au sustentaculum tali du calcaneus, eh bien c'est la malléole externe et le ligament collatéral latéral qui sont le plus sollicités et sont donc le siège de prédilection des entorses et des fractures. Il existe un décalage d'environ 10 degrés entre la malléole latérale et la malléole médiale. Alors voici une radio de cheville typique en position standard et lorsque l'on imprime au pied une position d'inversion forcée ou de supination, vous voyez que l'interligne tibio-tarsien reste constant et est d'environ 2 mm. On voit ici l'articulation entre le tibia et la fibula avec une superposition des deux os sur 4 à 6 mm. Vous voyez que lorsque l'on effectue ce mouvement forcé du pied, eh bien, l'interligne articulaire reste identique, ce qui témoigne bien du caractère extrêmement serré de cette pince tibio-fibulaire. Enfin, on note que la surface articulaire du talus fait environ 120 degrés, alors que la surface articulaire inférieure du tibia ne fait en moyenne que 80 degrés. Donc un tiers de la surface talienne n'est pas recouverte par la surface articulaire tibiale. L'articulation de la cheville est une articulation qui fait souvent l'objet de traumatismes. Le plus fréquent est l'entorse, qui va être secondaire à un mouvement d'inversion exagéré, associant une supination, une adduction et une flexion plantaire du pied. On voit que lors de ce mouvement d'inversion, c'est principalement le ligament collatéral latéral qui est mis en tension, et ceci peut aboutir à une rupture d'un ou plusieurs de ces faisceaux. Immédiatement après le traumatisme, apparaît généralement un œuf de pigeon correspondant à un œdème de la région de la malléole externe. S'il y a rupture d'un ligament, il peut apparaître un hématome. On imagine sur cette photographie d'un pied traumatisé la malléole externe, le faisceau antérieur, le faisceau moyen et le faisceau postérieur du ligament collatéral latéral. Il est important de connaître leur disposition dans l'espace afin de pouvoir les palper et déterminer par la présence d'une douleur s'ils sont ou non atteints. La perception d'un craquement signifie en général une rupture d'un faisceau ligamentaire. C'est un signe de gravité. On peut voir sur cette radiographie d'un patient ayant eu une entorse grave avec rupture ligamentaire le bâillement articulaire talocrural. On rappelle que cette interligne articulaire reste constant sur une cheville normale, y compris lorsque l'on exerce un mouvement d'inversion tel que celui réalisé sur ces radiographies. Il est intéressant de noter que le traitement de référence d'une entorse du genou est la rééducation proprioceptive. Cette rééducation se fait sur un plateau instable où le patient va devoir acquérir un certain équilibre. Cet équilibre aura pour objectif de compenser la perte des ligaments par un renforcement des tendons et ligaments actifs du pied. D'autres pathologies de la cheville peuvent impliquer un relâchement de la membrane interosseuse qui peut aboutir à un diastasis, c'est-à-dire un écartement entre le tibia et la fibula, à l'origine d'une instabilité de la cheville. Enfin,
En cas de traumatisme encore plus violent, il peut se produire une fracture d'une ou de deux malléoles, comme on peut le voir sur cette radiographie, prise avant et après traitement chirurgical. Le mouvement du pied associe principalement ceux se produisant dans trois articulations, la talocrurale, la subtalaire et la médiotarsienne. Les mouvements d'inversion du pied associent une flexion plantaire, une supination et une adduction. Ce sont ces mouvements qui peuvent être à l'origine d'une lésion du ligament latéral externe ou collatéral fibulaire, c'est-à-dire d'une entorse de la cheville. Le mouvement d'éversion associe une flexion dorsale, une pronation et une abduction. Alors, il existe un système d'arches plantaires qui vont constituer en quelque sorte des ressorts amortissant le poids du corps et permettant d'adapter la position du pied aux irrégularités du sol. Le pied est constitué de trois arches formées par les os du tarse et du métatarse. Ces arches sont renforcées par des muscles et des ligaments. Alors, ces trois arches forment la voûte plantaire et donne le caractère creux de la plante du pied, qui est surtout visible lorsque le pied est en décharge et qui va s'aplatir lorsque le pied est en charge. Cette voûte plantaire est donc constituée de trois points d'appui reliés par les arches et formant l'empreinte plantaire. Ces trois points d'appui sont le calcanéum, la tête du premier métatarsien, la tête du cinquième métatarsien. 3/6 du poids du corps s'appuie sur le talon postérieur, 2/6 sur le premier métacarpien et 1/6 sur le cinquième métacarpien. On voit sur cette coupe schématique sagittale du pied que les lignes de pression osseuse se transmettent principalement sur le calcanéus, mais aussi vers l'avant-pied et les métacarpiens. Par définition, l'arche antérieure se situe entre la tête des premiers et cinquième métacarpiens, les arches latérales et médiales sont situées entre les points d'appui internes et externes et le calcanéus. Cette voûte plantaire que l'on observe ici est plus ou moins marquée. Si les muscles qui sous-tendent les arches sont déficients, on aura un affaissement de la voûte plantaire, c'est ce que l'on appelle un pied plat. Alors intéressons-nous maintenant à l'arche interne du pied que nous allons décrire sur cette vue médiale. Cette arche interne du pied est constituée de 5 os, le premier métacarpien, le cunéiforme médial, l'os naviculaire, la tête du talus qui transmet la force exercée sur la jambe sur la totalité de la voûte plantaire, comme nous l'avons vu sur ce schéma, le calcanéus qui repose sur les tubercules postérolatéral et postéromédial, et enfin le ligament calcanéo-claviculaire plantaire qui constitue la clé de voûte de cette arche. La disposition des travées osseuses reflète la transmission des forces sur l'arche interne. Cette arche conserve sa concavité grâce à des ligaments et des muscles. Il faut considérer cette arche comme un arc qui va rester concave grâce à des cordes exerçant une traction à ses extrémités. On parle ainsi de cordes partielles ou de cordes totales. Il faut souligner le rôle du ligament calcanéo-naviculaire plantaire en tant que clé de voûte et du ligament interosseux qui occupe le sinus du tarse et relie le talus au calcanéus. Alors un certain nombre de tendons musculaires vont jouer un rôle fondamental dans le maintien et l'élasticité de cette arche. On note en particulier le muscle tibial postérieur, qui ne sera pas plus décrit dans ce cours, mais qui, comme vous pouvez le constater, représente une corde partielle qui va avoir tendance à ramener le naviculaire en bas et en arrière sous la tête du talus. Ce muscle tibial postérieur que l'on voit sur un autre schéma, qui se termine sur le naviculaire et le cunéiforme, va avoir tendance à ramener ces deux os sous la tête du talus. L'action du tibial postérieur aura tendance à accentuer l'arche interne. De la même manière, le muscle long fléchisseur de l'hallux aura aussi cet effet de corde partielle. Vous voyez que le muscle adducteur de l'hallux, lui, a par contre un effet de corde totale, puisqu'il s'insère aux deux extrémités de l'arche. Enfin, le muscle long fléchisseur de l'hallux a aussi un rôle stabilisateur du talus et du calcanéus. Il s'oppose au recul du talus sous la poussée naviculaire lorsque l'on s'appuie sur le sol, et le talus va être ramené en avant comme la corde d'un arc qui pousse une flèche. C'est ce qui est représenté par ce schéma. L'arche latérale va être décrite sur cette vue latérale du pied. Elle est composée des os suivants, le cinquième métatarsien, le cuboïde et le calcanéum.
vous voyez qu'elle est beaucoup moins marquée que l'arche médiale. Cette arche externe est plus rigide que l'arche interne, de manière à permettre l'impulsion sous commande du triceps. Cette rigidité est liée à un ligament calcanéo-cuboïdien. La clé de voûte de cette arche est la grande apophyse du calcanéum. Enfin, l'arche antérieure, vue sur cette coupe, est tendue entre la tête de M1, qui repose sur deux os sésamoïdes, et la tête du cinquième métacarpien. La tête de M2 est la clé de voûte. Voici quelques exemples pour illustrer les articulations du pied. Vous avez ici ce qu'on appelle un pied plat, qui est lié à un effondrement complet de la voûte plantaire, en particulier de l'arche interne. On imagine une déficience des ligaments soutenant cette arche, aboutissant à cet aspect caractéristique, à l'origine d'un vrai handicap. A l'inverse, voici une radio d'un pied de danseuse effectuant une pointe, montrant une mise en jeu de toutes les articulations du pied. Du fait d'une grande souplesse, on voit ici même un bâillement de l'articulation talocrurale, et les arches du pied sont ainsi tendues au maximum.